le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine. Bon début de week-end à tous et à toutes. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas. Pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont rencontrés à Genève, en Suisse. Les chefs de la diplomatie américaine et russe sont campés sur leur position dans ce qui apparaît comme une ultime tentative destinée à désamorcer une situation particulièrement sensible aux portes de l'Europe. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à la Russie de retirer ses troupes massées à la frontière ukrainienne. Anthony Blinken et son homologue russe ont convenu de se revoir la semaine prochaine. À l'issue de leur rencontre ce vendredi à Genève, le diplomate russe a dit ne pas savoir si les pourparlers étaient sur la bonne voie. Jamais et nulle part un représentant officiel russe n'a menacé le peuple ukrainien. Toute cette hystérie mise en avant par nos collègues occidentaux ne peut avoir d'autre objectif que de provoquer des actions militaires ukrainiennes dans le Donbass ou bien, au minimum, de couvrir le régime de Kiev qui cherche à saboter les accords de Minsk. Je ne vois pas d'autre explication. De son côté, Anthony Blinken a prévenu que la Russie aurait à essuyer des représailles en cas d'agression contre son voisin. Nous savons également d'expérience que les stratégies d'agression de la Russie sont diverses et dépassent les actions militaires. Cela va des cyberattaques aux tactiques paramilitaires et à d'autres moyens de faire avancer ses intérêts de manière agressive mais sans recourir ouvertement à l'action militaire. Ces types d'agressions russes feront l'objet d'une réponse décisive, calibrée et, je le répète, unifiée. Les pourparlers de vendredi à Genève se sont déroulés au moment où les services de renseignement ukrainiens accusaient Moscou de continuer de renforcer les capacités de combat des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Depuis 2014, le conflit en Ukraine a fait plus de 13 000 morts. Nous irons en Italie. Qui sera le prochain président de l'Italie ? Les parlementaires italiens se réunissent dès lundi pour élire le nouveau président de la République. Parmi les candidats figurent Mario Draghi et Silvio Berlusconi. Voici un reportage signé Euronews. L'Italie est à l'aube d'un nouveau chapitre politique. Alors que les parlementaires se réunissent dès lundi pour élire le nouveau président de la République, un homme espère une fois encore tirer son épingle du jeu, un certain Silvio Berlusconi. L'ex-président du Conseil âgé de 85 ans est de retour dans l'arène politique. Après avoir déjà dirigé 4 gouvernements et fait l'objet de condamnations judiciaires, l'homme d'affaires milliardaire se rêve aujourd'hui en président de l'Italie, une candidature qui laisse cet expert sceptique. La présence continue de Berlusconi ne dit rien de bon sur la politique italienne. En d'autres termes, elle témoigne du fait que la sphère politique n'est pas en mesure de se renouveler et qu'elle est totalement déconstruite. Les institutions de ce pays ne sont pas en mesure de former une nouvelle classe de dirigeants politiques. Berlusconi veut terminer sa carrière politique par une standing ovation du pays tout entier et il n'y a pas de meilleur moyen de le faire que d'être élu président d'Italie. Contrairement au scrutin précédent, les enjeux de cette élection sont multiples. Elles vont d'abord nous permettre de savoir qui sera le prochain Premier ministre et qui sera chargé de mettre en œuvre le programme EU Next Generation. Ces élections ont aussi pour objectif de donner les moyens au pays de sortir rapidement de la pandémie. Et ce qui est en jeu également, c'est une réorganisation globale des partis politiques en vue des élections générales en 2023. Et il y a aussi un autre aspect qui marque la différence entre ces élections et les précédentes, c'est le fait que cette fois-ci, elles auront un impact sur le reste de l'Europe.
Mario Draghi est l'un des candidats pressentis pour devenir président de l'Italie, mais le dilemme pour les partis politiques sera de lui trouver un remplaçant au poste de Premier ministre s'il était élu. Compte tenu du contexte, il est très probable que Mario Draghi soit contraint de rester à son poste de Premier ministre et qu'il sera plus facile de se mettre d'accord sur un nouveau président que de trouver un Draghi numéro 2 pour remplacer le Draghi numéro 1. L'Italie est réputée pour son instabilité politique et à un an des prochaines élections générales, les craintes d'une crise gouvernementale s'intensifient. Les hypothèses à la fois d'une crise gouvernementale et de la tenue d'élections anticipées ne sont pas à exclure. Je suis de ceux qui pensent que des élections anticipées ne seraient pas aussi catastrophiques, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. L'Italie a toujours été instable, mais elle sait aussi gérer son manque de stabilité. Une chose est acquise, quel que soit le nom du prochain président de l'Italie, la campagne électorale battra bientôt son plein et les luttes politiques intestines menaceront potentiellement la mise en œuvre des réformes dont le pays a besoin pour obtenir les fonds du plan de relance européen post-pandémie. Direction la Tunisie, le président tunisien a répété son engagement à garantir l'égalité de tous devant la loi, en recevant le ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine. Voici un reportage signé Africa News. Le président tunisien Kais Saïed s'est insurgé contre les manifestations qui ont eu lieu dans son pays. Il a répété son engagement à garantir l'égalité de tous devant la loi en recevant le ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine. Aujourd'hui en Tunisie, les libertés sont plus que jamais garanties. Et nous voulons que la loi soit appliquée à tous. Plusieurs personnes étaient dans les rues de Tunis la semaine dernière, une manifestation qui avait été interdite par les autorités. Je dis que nous ne voulons pas de violence. Nous rejetons la violence et nous rejetons tous les abus de quiconque. La justice tunisienne a ouvert mercredi une enquête, de même que l'instance pour la prévention de la torture, après le décès d'une personne retrouvée évanouie lors de la manifestation du 14 janvier dernier. Alors, en Israël, malgré la 4e dose du coronavirus, Israël en 2e place mondiale en termes d'évolution du rythme d'infection. Voici un reportage signé I24 News. Près de 130 000 nouveaux cas en 48 heures. Record jusqu'ici jamais atteint. Plus de 65 000 Israéliens ont été testés positifs ce lundi. Tandis que le virus poursuit sa course, le nombre de malades graves dépasse les 500. Israël n'a pas encore atteint le pic de la vague Omicron, mais depuis début janvier, 6,5% de la population, soit plus de 500 000 personnes, ont contracté le Covid-19. Une propagation fulgurante, à tel point que le pays a atteint la 2e place mondiale en termes d'évolution du rythme d'infection, juste derrière les îles Féroé et leurs 50 000 habitants. Les experts sanitaires s'attendent à ce que le taux de reproduction du virus décline progressivement dans les 10 prochains jours. En attendant, ce sont les États-Unis qui mettent en garde leurs ressortissants qui voudraient se rendre en Israël. Les autorités sanitaires américaines classent désormais le pays dans une liste de 22 destinations à très haut risque, aux côtés de l'Égypte, l'Argentine, l'Australie ou encore Bahreïn. Consigne affichée sur le site de la CDC. Évitez de se rendre en Israël. Si le voyage est maintenu, il est impératif d'être totalement vacciné. Dans une interview, le directeur de l'hôpital Shaharet Tzedek assure à son tour qu'un Israélien sur 3 devrait contracter la maladie d'ici la fin de la vague Omicron, mais tire des conclusions plutôt rassurantes. Le fait d'être testé positif n'a pas de conséquences autres qu'épidémiologiques. Ça n'a aucune signification clinique. Un patient grave Omicron n'est pas un patient grave Delta. Selon le directeur de l'hôpital, ce sont plutôt les périodes d'isolement qui créent le désordre dans les hôpitaux, avec des pénuries de personnel soignant coincés à la maison. Dossier spécial dans cette page internationale pour aujourd'hui, le dossier ukrainien. Cette montée en tension en Ukraine met un pays en particulier dans l'embarras, l'Allemagne, car dans les sanctions contre les Russes qui pourraient être mises en œuvre en cas d'invasion, il y a le gazoduc Nord Stream 2 qui irrite profondément et les Américains se retrouvent au cœur des négociations.
Voici un dossier spécial signé l'S5 à l'émission C'est dans l'air. C'est un projet aussi monumental que controversé. Nord Stream 2. 1200 km de pipeline en mer Baltique. Un gazoduc à 10 milliards d'euros qui relie la Russie à l'Allemagne. Après 3 ans de travaux, il est prêt à l'emploi et c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'annonce le mois dernier avec un message à faire passer. Je tiens à féliciter Gazprom et leurs partenaires pour l'achèvement des travaux de Nord Stream 2. Cela aura à coup sûr un impact immédiat sur les prix et sur les marchés. Et tous les pays, tous les consommateurs dans ces pays qui utilisent du gaz russe le ressentiront eux aussi. Poutine en VRP du gaz russe, car en Europe c'est une énergie qui coûte cher. En 2021, son prix a été multiplié par 5. Nord Stream 2, un enjeu économique pour l'Union européenne qui devient diplomatique à la moindre tension avec Moscou. Pour Berlin, depuis le début, on ne mélange pas business et diplomatie. Démonstration en août 2020 avec l'empoisonnement de l'opposant russe, Alexei Navalny. Je ne pense pas qu'il soit approprié de lier ce projet Nord Stream 2 à la question de Navalny. Nous pensons qu'il devrait être achevé. Aujourd'hui, c'est donc la menace russe en Ukraine qui met le gouvernement allemand dans l'embarras. Faut-il inclure le gazoduc dans l'arsenal de sanctions vis-à-vis de Moscou ? L'exécutif allemand a mis du temps à ajuster sa stratégie. Verts et SPD, partenaires dans la coalition, ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. La ministre des Affaires étrangères écologiste, opposée au gazoduc, défend une ligne ferme à l'égard du Kremlin. Hier, elle était à Moscou et son message est sans ambiguïté. Plus de 100 000 soldats russes avec des chars et des fusils se sont rassemblés près de l'Ukraine ces dernières semaines, sans raison compréhensible. Il est difficile de ne pas y voir une menace. Nous n'avons pas d'autre choix que de défendre les règles communes à l'Union européenne, même si cela pourrait nous coûter cher. Quelques heures plus tard, c'est au tour du chancelier allemand de prendre la parole. Olaf Scholz est favorable depuis le début au projet Nord Stream 2. En conférence de presse, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, il réclame la désescalade, sans préciser les moyens de pression que pourrait utiliser son pays. Nous sommes bien sûr prêts à engager un dialogue sérieux avec la Russie sur les questions de sécurité en Europe. Il est clair qu'il y aura un prix élevé à payer pour la Russie et que tout devra être discuté en cas d'intervention militaire en Ukraine. Une fermeté hésitante, car l'Allemagne est gênée sur la question énergétique. Elle importe 55% de son gaz depuis la Russie. Certains États membres craignent que sa dépendance vis-à-vis de Moscou fragilise la souveraineté de l'Union européenne. L'Allemagne sous pression de ses alliés, les États-Unis depuis des semaines appellent Berlin à prendre ses responsabilités. Si la Russie renouvelle son agression contre l'Ukraine, il serait certainement difficile de voir du gaz traverser ce pipeline à l'avenir. Certains peuvent voir Nord Stream 2 comme un levier que la Russie peut utiliser contre l'Europe. En fait, c'est un levier que l'Europe peut utiliser contre la Russie. L'Allemagne, empêtrée dans ce dossier, accueille Anthony Blinken demain. Le feuilleton Nord Stream 2 peut continuer. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel, présentation Erlich Dorelas. Couleur du temps, le froid bat son plein sur Boston, 20 degrés Fahrenheit à l'instant même, moins 7 degrés Celsius. Ce matin, le thermomètre avait affiché une température de 10 degrés Fahrenheit. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rouban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon début de week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.